commencer, Pascale Morinière, on va commencer avec des chiffres. On va les rappeler. Les 2/3 des 14 millions d'enfants mineurs en France vivent avec leurs deux parents. 25% vivent dans une famille monoparentale, souvent avec leur mère seule. 9% dans une famille recomposée. Enfin, 0,2% dans des familles homoparentales. Pascale Morinière, pour commencer, quand on parle de la famille, on parle de quoi? C'est quoi la famille dont on parle ici aujourd'hui dans ce forum Viva? Alors, plutôt que de donner une définition par les membres qui n'en font pas partie et donc en ne nommant pas ceux qui n'en feraient pas partie, moi j'aime beaucoup cette définition que la famille est une communauté de vie et d'amour. Alors, comme je suis présidente des associations familiales catholiques, j'ajoute aussi qu'elle est fondée sur le mariage entre un homme et une femme, éducatrice de ses membres, cellule fondamentale de la société. Voilà. En tout cas, dire la famille comme communauté de vie et d'amour est une vision inclusive de la famille qui permet d'accueillir dans le cercle familial les grands-parents, les oncles et tantes, ceux qui sont restés célibataires au sein de notre famille, ceux qui sont veufs ou veuves. Ça ne définit pas la famille en disant seulement papa, maman et les enfants, qui je crois est plutôt le foyer fiscal. Voilà, cette fameuse famille nucléaire dont on parle toujours, finalement qui a imprégné, et je parle en présence de Jean-Didier Lecaillon, économiste, la vision économique a imprégné notre vision de la famille. La famille, ce n'est pas seulement la limite économique du foyer fiscal, elle est plus large, plus inclusive. Une autre façon de dire la famille, c'est de dire que c'est le lieu où se croisent la différence des sexes et la différence des générations. Alors des gens aussi différents que la sociologue Irène Théry ou le philosophe Fabrice Adjage la définissent de cette manière-là. Je trouve que cette définition, le croisement de la différence des sexes et des générations, a le mérite déjà de rappeler que la sexualité est au cœur de la famille, au cas où on l'oublierait, mais aussi permet d'être également inclusif en disant que certains ne parviennent pas à vivre la différence des sexes ou la différence des générations. Certaines familles n'ont pas d'enfants. Dans certaines familles, on ne vit pas l'altérité sexuelle. Mais en tout cas, ça permet de donner une définition assez large. Vous avez évoqué la définition de la famille selon l'État, selon le foyer fiscal. Comment est-ce que vous comprenez que le schéma familial porté par l'Église et par les AFC en particulier, puisque vous êtes les associations familiales catholiques, comment est-ce que vous comprenez qu'on montre du doigt ce schéma familial dit traditionnel? Alors, comme à la conférence d'ouverture, je réfute ce mot traditionnel. Voilà, j'aime utiliser le mot de famille unie. Quand vous le disiez, Étienne, quand 71% des enfants mineurs vivent avec leur père et leur mère de naissance, on ne peut pas dire qu'il y a différentes façons de faire famille. Il y a une façon principale qui est l'union d'un homme et d'une femme qui mettent des enfants au monde. Et puis, il y a des échecs où il y a des difficultés à vivre ce modèle-là. Mais dire que la famille, c'est un modèle traditionnel, voilà, je trouve que c'est une façon un peu poussiéreuse d'envisager la famille et je préfère parler d'unité familiale. Malgré tout, Pascale Morinière, le chiffre est là. 66% des 14 millions de mineurs en France vivent avec leurs deux parents. Oui. C'est beaucoup, c'est le schéma. Oui, alors pardon, j'ai dit 71%, c'était l'ancien chiffre. En 2011, c'était 71. On a quand même perdu 6 points. Comment vous l'expliquez? Et est-ce que justement ça fragilise pas ce que vous venez de dire? On a perdu 6 points et ce qui a grandi, c'est les familles monoparentales. Voilà, les familles recomposées depuis les années 90, c'est toujours 9%. Oui, ça fragilise un peu ce que je viens de dire, n'empêche que c'est quand même majeur. 2/3 des enfants, 2/3 des familles, voilà, sont des familles avec le père, la mère et les enfants. Quand on dit il y a différentes façons de faire famille, en fait, on donne un espèce de menu dans lequel on peut choisir ces différentes façons de faire famille et on ne dit pas les souffrances, les difficultés que rencontrent les familles monoparentales et les familles recomposées. Ce n'est pas facile d'être seul pour élever ses enfants, ce n'est pas forcément un choix et pas souvent un choix. Et donc, moi, je ne crois pas qu'il y a différentes façons de faire famille et je continue de soutenir qu'il y a une façon principale. Rémi Brague, d'un point de vue philosophique, la famille est-elle une bonne nouvelle pour la société ? Écoutez, je commencerai peut-être par faire une remarque sur l'utilisation
de l'adjectif traditionnel quand on l'applique à la famille. Moi, ça ne me gêne pas du tout que l'on parle de la famille traditionnelle, à condition que l'on se débarrasse d'une habitude qui consiste à regarder vers le passé. Quand on dit traditionnel, la plupart du temps, on veut dire quelque chose qui nous vient du passé, qui nous vient de la tradition. Mais si on se tourne vers l'avenir, si on comprend que la tradition, c'est-à-dire, la tradition, c'est un mot latin que l'on peut traduire par transmission. Si l'on se demande quelle famille va être capable, va être le mieux capable, le moins difficilement capable de transmettre quelque chose à la génération qui va suivre, et non pas simplement capable de recevoir quelque chose de la génération qui précède, alors je crois que la famille dite traditionnelle a toutes ses chances, et a même beaucoup plus de chances que les autres formes de faire famille, comme vous avez dit. Je crois que tout simplement, on a beaucoup plus de chances de retrouver une famille sans trop de difficultés, sans trop de souffrances. Vous avez fait allusion à ce qui se passe dans bien des familles, de ce qu'on appelle des familles, alors que c'est une mère qui a été abandonnée par le monsieur qui a fourni le produit et qui a permis de faire l'enfant. Je crois que c'est la famille dite traditionnelle qui a le plus de chances de transmettre. Est-ce que c'est ça l'enjeu? C'est la transmission? J'irais même plus loin, Rémi Braque. À quoi ça sert une famille telle qu'on l'a définie ici depuis 2 jours? Comment est-ce qu'elle porte la société dans laquelle on vit? Elle porte la société dans la mesure où elle lui fournit la cellule de base, à savoir l'existence d'êtres humains. Une société sans êtres humains, une société de robots ou de machines, je ne sais pas si c'est possible, en tout cas ça ne serait certainement pas souhaitable. Il y a une phrase toute bête d'Aristote. Aristote n'était pas bête lui-même, mais il pouvait dire des phrases très simples et très vraies. Et il dit dans la politique, justement, la politique ne fabrique pas les hommes, elle les reçoit de la nature et ensuite, elle les utilise. Bon. Alors effectivement, c'est la nature dans la mesure où il y a rencontre sexuelle de 2 individus de sexe différents qui permet de produire des êtres humains. Alors ensuite, la société en fait non pas ce qu'elle veut, mais espérons ce qui est bien pour les personnes ainsi constituées, mais ces personnes-là, elle ne peut pas les fabriquer, elle les reçoit de la famille. Alors sans la famille, la société ne serait rien. Alors la famille est plus qu'une bonne nouvelle pour la société, elle est ce qui la rend possible. Alors, on va entendre l'avis de l'économiste. Est-ce que la famille est une bonne nouvelle pour l'État, pour les marchés même peut-être? Parce que vous réduisez l'économie au marché, c'est ça qui commence à me gêner. Non, mais très bien, très bien. Je vous gêne comme ça, vous allez me contredire, c'est très bien. Bon, alors, je vous admire d'accepter d'écouter un économiste. J'ai entendu tout à l'heure beaucoup de gens qui étaient un peu perplexes en se disant mais l'économie, c'est très compliqué, alors c'est du bon sens. C'est vrai que jusqu'à présent, on a plutôt entendu parler d'amour, on a parlé de handicap, de fragilité. Est-ce que la famille a un rôle à jouer dans l'économie ou est-ce que l'économie a un rôle à jouer dans la famille, réciproquement? Alors, un rôle fondamental. Maintenant, pourquoi? Alors, je prolonge ce que le philosophe dit, Rémi Braque, cellule de base de la société. Alors, une cellule, c'est quelque chose de tout petit, c'est l'élément élémentaire, primaire, si je puis dire, ce qui va nous détacher de l'individualisme. Et de base, ça veut dire c'est le fondement de la société. Ça renvoie au fait que la famille, en fait, c'est une communauté naturelle. Et ça a été un petit peu évoqué par le non-économiste, mais l'économiste va peut-être vous surprendre en essayant de philosopher un peu. Mais la société a besoin d'êtres humains. Et dans l'anthropologie qui est nécessaire au développement économique, on part du fait qu'effectivement, les êtres humains sont des êtres de relation, ils sont en relation avec les autres, sinon
ce ne sont que des individus. Le souci de la préservation est nécessaire. L'union de l'homme et de la femme est indispensable. Le désir de s'associer, parce que nous sommes des êtres de relation, doit être rappelé. Et nous sommes des animaux pensants et qui avons un esprit. Et la cellule de base de tout cela, c'est la famille. Alors si vous me posez la question du point de vue de la société, je vous dirais que la famille, comme l'économie, sont au cœur de la société. Parce que la société, elle est composée de, pour aller vite, de trois ordres qui sont complémentaires, distincts mais complémentaires. Et c'est de l'équilibre des trois que la société fonctionnera bien. L'ordre politique qui est celui de la discipline, je respecte la loi. L'ordre, non pas de l'économie, mais l'ordre du marché, que vous avez évoqué en associant économie et marché, mais il y a une économie non marchande, donc ne confondons pas les deux. Le marché, c'est l'ordre de la confiance. J'échange si j'ai confiance en l'autre. Et l'ordre communautaire, qui relève de l'amour, du don, de la gratuité. Alors, la plupart d'entre vous, ce soir, pensent que, évidemment, la famille, c'est de l'ordre communautaire. Et je voudrais vous mettre en garde contre ce raccourci, parce que nous sommes tous citoyens, donc membres de l'ordre politique, nous obéissons aux lois. Nous sommes tous concernés par le marché, parce que nous échangeons sur des marchés, et nous sommes tous issus d'une famille, et nous sommes tous dans l'ordre communautaire. Et donc la famille est au cœur de la société, comme l'économie, car l'État fait de l'économie, les entreprises font de l'économie, et dans les communautés, on fait de l'économie. Comment est-ce que la famille est une richesse, alors, même sur le plan financier, sur le plan économique, est-ce que, pour aller plus loin, une fois qu'on a fait le constat que vous venez de dresser, est-ce que la famille telle qu'elle existe, je reprends le terme, on l'a tous compris, la famille traditionnelle, est-ce qu'elle porte l'économie oui, c'est ça, est-ce qu'elle porte l'économie de notre société? Alors, je n'avais pas répondu sur ce point-là, parce que ça me gêne comme question, mais je vais y répondre. Entre ce qu'est la famille aujourd'hui parce que finalement, et ce qu'elle devrait être. Ça coûte cher d'avoir des familles séparées, il y a deux maisons, il y a deux foyers fiscaux, il y a voilà. Sauf que faire de l'économie, c'est pas faire des économies. Faire de l'économie, c'est éventuellement dépenser beaucoup si ça rapporte davantage. Et cet argument selon lequel la famille coûte cher, je l'entends parce que je confirme, ça coûte très cher. Mais est-ce que c'est bon pour l'économie, la famille? Oui, si. Oui, si on reconnaissait, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de la part des économistes dont je suis, mea culpa. Aujourd'hui, on ne considère la famille que comme un lieu de consommation, donc le coût. Ça coûte cher. Mais si, et c'est le sens de mon argumentation, on développe que, au-delà de consommer, la famille produit de la richesse, alors ça n'est plus de la consommation, c'est de l'investissement. Et l'investissement, c'est quoi? C'est on dépense, ça peut coûter cher, mais le critère, ce n'est pas le coût, c'est la rentabilité. Et la famille, elle produit ce que nous appelons dans notre jargon, j'en suis désolé, du capital humain, c'est l'éducation. C'est d'abord au sein de la famille que que commence l'éducation. Et ça, la société en a besoin de gens formés, éduqués, des compétences, du savoir-être, de la convivialité, de l'honnêteté, de la moralité, etc., etc. Et ça, c'est la famille qui le permet. Pascal Morinière, pour continuer sur cette dynamique, investir dans la famille, c'est prévoir des lendemains meilleurs. Finalement, si on mettait plus d'argent dans le conseil conjugal, on éviterait finalement des drames même financiers. Alors, en effet, il n'y a pas de prévention aujourd'hui en France des séparations conjugales. Il n'y a pas de politique pour ça. La liberté est tellement un absolu qu'on s'interdit, et j'ai eu plusieurs fois des conversations avec des ministres de la famille, on s'interdit d'investir. Alors, un de nos sujets que l'on porte aux AFC, c'est que la prévention de la déconjugalisation fasse partie de la politique familiale. Ce n'est pas encore acquis. Et on a un certain nombre de propositions, dont le remboursement du conseil conjugal, de toute l'aide aux couples
pour éviter. On sait bien ici, on en a parlé depuis 2 jours, que dans les couples, il y a des hauts, il y a des bas. C'est normal, c'est la vie normale. Les problèmes, les difficultés sont normaux. Voilà, c'est juste une évolution normale. Mais il pourrait y avoir de l'aide, des politiques, et on pourrait, comme on va maintenant, je pense beaucoup plus facilement chez le psychologue, ce qui n'était peut-être pas le cas il y a une vingtaine d'années où on y allait et on rasait un petit peu les murs, eh bien, pouvoir banaliser ce recours au conseil conjugal éviterait pas mal de séparations et de difficultés. Et puis, une autre de nos propositions serait qu'il y ait une préparation à la conjugalité. Alors, je dis pas au mariage, parce qu'aujourd'hui, une majorité de jeunes commencent dans une vie de couple en n'étant pas mariés, mais une préparation à la conjugalité en mairie pour tous ceux qui viennent demander un mariage, qui viennent demander un PACS ou un certificat de vie commune, pour les aider d'abord à savoir dans quel régime juridique ils s'engagent, et donc s'engager en connaissance de cause, droit et devoir, c'est quand même la base, et puis pour être aidés pour résoudre les conflits. Non seulement les conflits dans le couple, mais résoudre les conflits avec les enfants. Et l'idée étant que la violence dans les familles puisse diminuer et qu'il y ait plus de paix à l'intérieur des familles. Sur la question du conflit, est-ce que aujourd'hui on n'est pas suffisamment armé pour aborder un conflit sainement dans une famille, à tel point que les conflits aboutissent malheureusement à des séparations, voire des divorces? Est-ce qu'on en est là? Est-ce qu'on n'accepte pas suffisamment en fait, il y a de l'idéal. s'engueuler? Il y a le mythe, l'idéal du développement personnel ou de l'autonomie, où tout doit être tout le temps irénique et merveilleux. Tout doit bien se passer. Et puis on a des librairies entières, alors pas ici, hein, mais qui disent que tout doit être tout le temps merveilleux. Dans l'éducation aussi, voilà, tout doit être tout le temps lisse. Eh bien, la vie, c'est pas ça. Et quand la vie est lisse, c'est qu'il y a déjà plus de vie. La vie, il y a des hauts, il y a des bas. Dans une famille, il y a des portes qui claquent, il y a des engueulades. Il y a de la vie. Voilà. Mais au-delà de ça, c'est pas parce qu'il y a eu un conflit que c'est la fin des choses. C'est juste un événement normal et il faut être capable d'aller au-delà. Donc oui, il faudrait être aidé pour résoudre les conflits. Rémi Brague, est-ce qu'on fantasme pas un peu trop ce qu'est la famille dite traditionnelle, justement? Est-ce qu'on ne l'a pas mis sur un piédestal presque inatteignable, ce qui fait qu'aujourd'hui, parfois, c'est un échec? Écoutez, quand j'ai su que j'allais devoir intervenir sur la famille, je me suis heurté à une phrase de quelqu'un qui n'était pas un expert en matière de famille, à savoir Céline, le romancier, Louis-Ferdinand Céline. Et j'ai trouvé dans Le Voyage au bout de la nuit cette phrase que j'ai trouvée remarquable. Elle est faite, je cite, elle est faite, c'est la syntaxe particulière de Céline, hein, qui est très familière. Elle est faite pour tout, excepté pour être regardée, la famille. Quand on regarde la famille, c'est pas très bon signe. Quand on parle de la famille, enfin désolé d'avoir à dire ça, c'est qu'il y a quelque chose qui marche pas. La famille ne marche bien que lorsqu'elle est silencieuse. Je ne sais plus quel médecin, je crois que c'était le professeur René Le Riche, qui définissait la santé comme la vie dans le silence des organes. La famille marche bien, non pas quand on ne s'engueule pas à l'intérieur, mais quand de l'extérieur, on ne la voit pas, quand elle fait son travail en silence, sans rien demander à personne, sans se faire voir, mais en produisant de l'humain, non pas seulement en produisant de la viande humaine, si je puis dire, mais en produisant de l'esprit, de l'intelligence, de la raison, des bonnes manières. Alors effectivement, la pire manière de parler de la famille, c'est l'idéaliser. S'imaginer que la vie familiale est un long fleuve tranquille, qu'il faut constamment être dans une harmonie parfaite. Bien entendu, c'est souhaitable. Je ne suis pas du tout partisan des scènes de ménage, je suis pour la paix des ménages. Mais je dis que cette paix doit se construire, qu'elle n'est pas donnée comme ça d'emblée. Bon, en ce qui me concerne, mon expérience de la vie conjugale est limitée. Je veux vous dire que les 55 premières années sont très chouettes. Après, je ne sais pas. Mais ce sont 55 années dans lesquelles on a eu des engueulades. Je vais me faire disputer ce soir parce que j'avais oublié, par exemple, de dire qu'il fallait que je vienne signer des bouquins.
parce que, bon, étant un petit peu professeur tournesol sur les bords, donc je sais que je vais me faire disputer. Bon, ben voilà, je courbe le dos en attendant. On est vraiment de tout cœur avec vous, Rémi Brague. Merci. Puisque vous avez étudié les civilisations bien au-delà de notre culture ici européenne, qu'est-ce qui existe comme autre modèle? Et si on devait les comparer, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que les autres modèles que vous avez pu observer? Alors, je sais que je vais me faire, là, pour moi, disputer par Vincenzo Passi, parce que lui, il est attaché à ce qu'on dise les exemples et pas les modèles. Mais ça n'empêche, il existe d'autres modèles de famille à travers le monde où les enfants sont éduqués par les oncles, les tantes, les grands-parents et pas seulement par leurs parents. Qu'est-ce que ça donne ailleurs? Écoutez, c'est assez curieux parce que là, vous venez de mettre le doigt sur ce qui est un des fonds de commerce des anthropologues. Je ne nie pas, je ne veux pas dévaluer le travail des ethnographes, des gens qui vont faire de ce qu'ils appellent le field work, du travail de terrain, et qui examinent comment ça se passe dans des sociétés très différentes des nôtres. Mais ce pourquoi on fait un usage idéologique des données scientifiques de l'ethnologie, c'est lorsqu'on s'en sert pour nourrir l'idée d'un relativisme moral et d'un relativisme familial, en disant, bon, tous les modèles de famille existent, donc il n'y en a pas de bons, il n'y en a pas de meilleurs que les autres. Alors effectivement, il y a des ethnologues qui vous expliquent que dans certaines peuplades, les enfants sont censés avoir été faits, non pas par le géniteur et la génitrice, mais on ne sait pas trop, et ils sont confiés pour leur éducation, non pas au géniteur et à la génitrice, mais à des oncles ou à des cousins éloignés, ce que l'ethnologue peut définir par le lien de parenté de manière très précise. Bon, ceci est vrai. Bon. Mais alors, le paradoxe, justement, c'est que le modèle du mariage que nous appelons, nous, traditionnel, et qui ne l'est pas tant que ça, ce modèle-là sert au plus près, ressemble le plus à la manière biologique dont un enfant vient au monde. Le fait que l'enfant soit élevé par son géniteur et par sa génitrice, par le monsieur qui a apporté le produit et la dame qui a porté l'embryon puis le fœtus et qui a accouché ensuite, c'est assez curieux, parce que c'est dans nos sociétés les plus évoluées, les plus complexes, que on retrouve un mode de reproduction le plus fidèle aux données scientifiques de la biologie. Alors je dirais, en matière de plaisanterie, que l'âge atomique est celui de la famille nucléaire. Les sociétés les plus complexes, les plus évoluées, sont celles où l'on respecte le plus la manière naturelle de reproduire l'espèce. Est-ce que ça se traduit sur le plan économique, dans l'économie justement, est-ce que le modèle qui est le nôtre aujourd'hui est encore largement majoritaire a une réponse positive sur le plan de l'économie? Oui, alors d'abord, je vais répondre à la question bien sûr, mais je voudrais juste réagir pour montrer notre complémentarité qui me semble très très intéressante sur deux thèmes qui ont été abordés par mes collègues. En sens inverse, Rémi Brague parlait du fait qu'il y a un risque en quelque sorte. Toute famille ne réussit pas, il y a des difficultés, il y a des hauts et des bas. Mais c'est exactement la notion d'investissement. Un investissement, c'est un pari sur l'avenir. Et s'il y a des chefs d'entreprise parmi vous, il y en a qui, j'espère, me conforteront que quelquefois, ils avaient prévu quelque chose, ça ne s'est pas bien passé. C'est la différence avec la consommation. Et j'allais dire, les parents, ceux qui font d'une famille, alors Peggy disait, c'est les aventuriers des temps modernes. C'est-à-dire, nous, c'est ce qu'on appelle un entrepreneur, en fait. Fonder une famille, c'est fonder une entreprise, si je puis dire. En tous les cas, c'est entreprendre. Et c'est peut-être de cela dont nous manquons le plus, et quelquefois ça rate. Et là, je voudrais rebondir sur le thème de prévention. On parlera peut-être dans un instant de ce
ce qu'on pourrait faire en plus, mais effectivement, mieux vaut prévenir que guérir. Et toute action de prévention, conseil conjugal, accompagnement, etc., sachant qu'il n'est pas question d'interdire aux gens de se séparer. Quelquefois, c'est même nécessaire. Mais si on peut éviter quelque chose qui est coûteux pour les intéressés, coûteux pour les enfants, ça se quantifie. Hein. On a des études qui montrent que c'est coûteux et coûteux pour la société. Donc moi, je trouve très intéressant, si ce n'est que je le reprends avec un langage évidemment de l'économiste, mais c'est complémentaire. Alors, est-ce que, moi je reviens à ma... Mais c'est très intéressant, oui. c'est au fond, c'est tout à fait lié. Est-ce que Bien ce sûr. schéma-là, Alors, de fait, s'il est stable et s'il est viable sur de long terme, est-ce Oui. que ce schéma-là, la complémentarité, la différence, l'altérité dans le mariage avec une famille qui porte en son sein des enfants, est-ce Alors, que ce schéma-là porte l'économie plus qu'un autre système qui pourrait exister ailleurs? Si je reprends, puisque Pascal de la Morinière l'évoquait, la définition de l'Église, donc que ce soit confessionnel, puisque les économistes n'ont pas de définition de la famille, en fait. Ils parlent de ménage. Donc, en tant qu'économiste, je prends la définition de la doctrine sociale de l'Église, non pas pour en faire une analyse théologique, morale ou philosophique, mais pour faire une analyse, dire est-ce que d'un point de vue économique, c'est pertinent? Alors, je réponds à votre question. Doctrine sociale de l'Église, l'union d'un homme et d'une femme. L'économiste dit, pour assurer le développement économique, il faut assurer le remplacement des générations. Il faut produire des hommes, pardon, c'est la parentalité, hein, mais on parle de production d'êtres humains. Il faut ça. Deuxièmement, la doctrine sociale nous dit, lieu de production des hommes et des enfants et de l'épanouissement de leurs capacités. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure le capital humain, l'éducation. Et fondé sur le mariage. Si c'est un investissement, il est nécessaire, parce que les choses se passent dans la durée, d'assurer la stabilité. Et les statistiques nous montrent que c'est vrai que le mariage n'assure pas, c'est pas une assurance tout risque, hein. Il peut y avoir des séparations, mais il y a moins de séparations dans les couples qui se marient que dans les couples qui cohabitent sans mariage. Donc, je suis pour l'union de l'homme et de la femme parce que je suis économiste et qu'il faut produire des enfants. Je suis pour l'épanouissement, la production d'enfants et leur épanouissement parce qu'il faut investir dans le capital humain. Et je suis pour la stabilité du couple familial. Jean-Didier Le Caillon, quelles sont les conséquences de l'hiver démographique auquel on assiste? On fait de moins en moins d'enfants en France aujourd'hui. Alors, la théorie, enfin, toutes les recherches les plus récentes de la science économique suffisent pour démontrer que si la croissance démographique n'est pas suffisante pour assurer le développement économique, elle est nécessaire. Condition nécessaire, non suffisante. Donc, l'hiver démographique qui finit par être un hiver assez durable fait que, à terme, mais le problème, c'est que c'est le temps long. Donc, évidemment, l'échéance est lointaine. Rassurez-vous, c'est pas demain. Mais à terme, si notre société et le monde occidental poursuit dans cette perspective-là, c'est le développement économique qui est remis en question. Mais on a tous en tête, vous savez, les courbes démographiques qu'on a appris quand on était au collège ou au lycée, avec justement le pic démographique qui correspond au pic du développement de la société, et puis après une sorte de déclin. Est-ce qu'on peut accepter, est-ce qu'on peut observer, est-ce qu'on peut se dire là qu'on est justement dans cette phase de déclin, ou est-ce qu'on peut encore se sauver de ce déclin-là? On peut toujours, si on écoute les experts. Bah, je vous écoute. Non, on peut. Jusqu'à la fin du XXe siècle, il y a même des auteurs qui parlaient d'explosion démographique. Ça, c'est fini. Hein, cette thèse-là est complètement caduque. Donc, on est devant deux perspectives, ou celle qui est la plus répandue chez les experts, qui est une stagnation, et pourquoi pas de la population. Je raisonne au niveau mondial pour éviter la question des mouvements migratoires, qu'il faudrait prendre en compte, mais c'est une autre question. Donc, on est sur une perspective de stagnation. Si l'équilibre démographique était assuré, dans le monde occidental, il ne l'est plus depuis assez longtemps. Donc, on commence à s'interroger sur les risques. Ce n'est pas inéluctable, je réponds, mais il y a une hypothèse qu'on entre dans un cycle, non pas d'explosion démographique, mais d'implosion démographique. Alors, on le chiffre, tout ça, c'est pour, si ça se produisait, c'est dans le monde occidental d'abord, mais c'est pour dans 200 ans. Hein, donc tout le monde se dira, mais on s'en fiche. Car comme disait Keynes, un grand économiste, dans le long terme, nous sommes tous morts.
Donc, on sera mort. Mais c'est ça le problème, c'est que quand on va dans la famille, l'échéance est lointaine. Donc, on a le temps pour s'en occuper. Mais à force d'attendre, c'est pas terrible. Pascal Morinière, sur cet aspect-là de l'hiver démographique. On voit bien que le sujet perturbe en France, à tel point que Emmanuel Macron veut relancer une politique nataliste, il veut prendre la question de la fécondité à bras-le-corps. Comment vous réagissez à ça? Comment vous observez ce désir-là de notre président de la République de relancer un peu une politique nataliste? Bonne idée? Alors, il y a eu une déclaration sur le réarmement démographique en janvier 2024. Il s'est exactement rien passé ensuite, comme vous avez pu le constater. Donc, il y a eu une annonce. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est François Bayrou qui est le Premier ministre. Et lui, lorsqu'il était haut-commissaire au plan, en 2021, donc il y a déjà 4 ans, il a publié un rapport sur le lien entre notre système social qui est fondé sur la solidarité entre les générations et la natalité. Solidarité entre les générations, c'est-à-dire que tous ceux qui travaillent cotisent entre autres pour les retraites, mais cotisent pour la dépendance, cotisent pour ceux qui sont le plus malades, qui sont les gens les plus âgés. Et donc, il y a quand même un effort que l'on constate aujourd'hui, une prise en compte de cette question de la démographie. Nous étions il y a 15 jours au ministère des Familles, avec une écoute sur nos propositions concrètes, ce qui est quand même... Déjà, il y a un ministère des Familles. Alors, il y a un ministère des Familles, de la Solidarité, du Travail et de la Santé qui est un Je sais que vous déplorez qu'on ne l'ait pas eu d'emblée, que voilà, la famille c'est toujours un petit peu Alors, en second temps. On l'a eu d'emblée au pluriel et dans un énorme ministère et pas avec un ministre délégué pour les familles. Il y en a pour la solidarité, pour la santé, pour la... Le ministère dans lequel est inclus la famille, il y a quand même 25 trucs quand même. Il n'y a, pas que la famille. Il n'y a pas que la famille, ça traite de beaucoup de choses. Donc la question, est-ce que vraiment il va se passer quelque chose? Bon, moi je suis plutôt optimiste en général, donc j'ai l'impression que oui, qu'ils sont vraiment en train d'étudier la question. Même Monseigneur de Moulin-Beaufort a été auditionné par Madame Vautrin sur les questions, entre autres, de la natalité, ce qui est quand même un petit peu étonnant. Donc ils sont en train de chercher ce qui serait faisable. Et donc, ce que nous disons aux AFC, c'est qu'il faut porter un diagnostic. Alors, c'est peut-être parce que je suis médecin qu'il y a des travers voilà, liés à ma formation. Je crois qu'il y a un certain nombre de pays qui ont pris des mesures et qui n'ont pas toujours eu les effets escomptés. Je pense à l'Italie, et Vincenzo Bassi, qui est ici et qui est italien, il ne me contredira pas. L'Italie a investi énormément financièrement, il y a 3 ans de cela maintenant, depuis les 7 mois de la grossesse jusqu'aux 21 ans de l'enfant. Et il ne s'est exactement rien passé. La natalité en Italie a continué de chuter. Je pense personnellement que le diagnostic précis des besoins n'avait pas été fait. A contrario, l'Allemagne, au début des années 2000, a fait un diagnostic précis, a mis en place un droit opposable à l'accueil et à la garde des enfants tout petits, a mis en place les écoles primaires pour l'après-midi, ce qui n'existait pas avant, et l'Allemagne a vu sa natalité augmenter. Depuis, elle a légèrement rediminué, mais il y a quand même eu une amélioration. Donc il y a besoin que la France fasse un diagnostic très précis des besoins et donc écoute les familles et ne raisonne pas à partir des idées que tout le monde a dans la tête, c'est l'écologie, c'est etc. Mais aille interroger les familles précisément. Mais alors ça, c'est sur le plan de l'intention, disons, de la politique nataliste qu'on pourrait espérer. Est-ce qu'on ne fait pas, malgré tout, face à une crise de la fécondité? On voit bien que même dans des familles qui sont prêtes à accueillir la vie, parfois c'est difficile. Et comme si, en fait, notre époque était confrontée véritablement à une crise de la fécondité, comme si on était plus difficilement capable de faire des enfants. Comme médecin, est-ce que vous l'observez? En fait, on est incapable de le chiffrer parce qu'on n'a pas regardé dans le long terme. Au début où j'ai fait mes études de médecine, on disait, comme l'a dit Mehdi Djadi tout à l'heure d'ailleurs, il faut 2 années de relations régulières pour aller consulter. Aujourd'hui, on dit aux jeunes couples, au bout d'1 année, il faut vous inquiéter. Et maintenant, dès que ça ne marche pas, au bout de 3 mois, les couples consultent. Et comme techniquement, il y a plein de choses qui peuvent être proposées, eh bien, très vite, on est engagé dans tout un processus
assez techniques. Et il y a des intérêts économiques derrière ces propositions. Et donc, il est difficile de faire la part des choses. Ce qui est certain, c'est qu'il y a le rôle des perturbateurs endocriniens et qu'il y a aussi le rôle des affections sexuellement transmissibles qui sont à nouveau en augmentation, qui sont grandes pourvoyeuses d'infertilité et qui ne sont exactement pas du tout prises en compte. Je veux parler du programme d'éducation affective et sexuelle qui arrive à l'école. C'est plus un sujet. Autant dans les années 80, avec les années SIDA, l'éducation sexuelle était très hygiéniste, autant aujourd'hui c'est comme si ce n'était plus un problème. Or, c'est quand même une menace pour nos jeunes. Alors les chiffres, voilà, tiens, je ne peux pas vous répondre exactement sur les chiffres. Il y a sans doute une impatience, mais il y a aussi des sujets qui ne sont pas pris en compte. Je voudrais qu'on continue avec vous, Rémi Brague. On vit là actuellement dans un contexte extrêmement bouleversé. La guerre est à nos portes. Le contexte international, géopolitique est compliqué, difficile. On est dans une période de stress, justement, tous. Voilà, de savoir ce que sera notre avenir. Est-ce que ça a un impact sur nos familles? Et si on veut prendre la chose positivement, est-ce que les familles ont un rôle à jouer dans ce contexte violent sur le plan martial? Écoutez, d'une part, je crois qu'il faut faire attention à ce qu'on appelle les effets de loupe. On a toujours l'impression que le moment que nous vivons est particulièrement difficile, particulièrement problématique, particulièrement anxiogène, comme ils disent, etc. Bon, mais n'oublions pas que ce que l'on appelle le baby boom, c'est-à-dire ce dont je suis le résultat, puisque je suis un de ces vieux boomers, n'est-ce pas, qui ont un numéro de téléphone qui commence par 06, alors que maintenant c'est complètement ringard, il faut 07. Bon. Donc, rassurez-vous, je suis ringard aussi alors. Ah, ben, bienvenue au club, merci, vous êtes un jeune boomer, voilà. Eh bien, ce qu'on appelle le baby boom a commencé pendant la guerre, sous l'occupation allemande, et pas, comme on l'entend dire assez souvent, juste après, dans l'euphorie de la libération. L'euphorie de la libération a produit plutôt des mariages rapides, trop rapides, qui sont terminés par des divorces, mais les enfants ont commencé à venir à partir de 42. Bon. Et pas de 45. D'autre part, n'oublions pas la dimension psychologique des choses. Il y a aussi la manière, il n'y a pas seulement la situation telle qu'elle est, dans la mesure où on peut la reconstituer, ce qui est toujours très difficile, mais il y a la manière dont les situations est perçue. Et là, ça implique plus que du souci à court terme. Enfin, va-t-il y avoir la guerre? Va-t-il y avoir pénurie? Va-t-il y avoir telle chose? Mais il y a le très long terme. Le très long terme qui est la capacité de se projeter dans l'avenir. Et je dirais même le terme infiniment long qui est celui de l'éternité. Là, vous entrez dans le champ spirituel. Ah mais les deux pieds, enfin, je saute dedans des deux pieds, parce qu'il me semble qu'en dernière analyse, on fait des enfants parce que, quelque part, comme disent nos amis les psys, quelque part, on pense que c'est bien. On pense qu'on les introduit dans un monde qui, malgré les apparences, malgré toutes les horreurs, malgré tout ce que l'on peut dire et qui est vrai, est bon. En d'autres termes, il me semble que la clé du mystère, c'est dans la déclaration que fait le Créateur dans le livre de la Genèse. Tout ceci est très bon. Ce qui est évidemment un paradoxe, parce qu'on peut toujours dire oui, mais il y a ceci, oui, mais il y a cela. Et il y a effectivement ceci et cela. Et ceci et cela peuvent être absolument terribles. Mais je me demande si l'on peut faire des enfants à long terme, si on peut dire, sans quelque chose comme la foi en la bonté fondamentale de l'existence. On ne les jette pas comme des naufragés sur une plage, hein. On ne les abandonne pas. Enfin, tout enfant qui naît, pour certains, est un enfant d'une certaine manière abandonné. Même si ses parents s'en occupent, il est abandonné à un monde horrible. Eh bien non, nous on dit non. Voyez vos propos suscitent des applaudissements, Rémi Brague, bravo. Et même parmi les intensés. Temps à applaudir. Oui, parce que sans surprise, Rémi Brague me précède.
Et en nous écoutant et surtout en m'écoutant moi-même, je me dis il ne faudrait pas avoir des propos trop pessimistes. Et j'ai bien entendu tout à l'heure votre question, mais alors est-ce qu'il y a de l'espoir ou pas? Il y a plus que de l'espoir, il y a de l'espérance. Et là encore, factuellement, aujourd'hui, il y a un désir d'avoir des enfants qui est supérieur, nettement supérieur, à ce que les couples ont effectivement. D'où un vrai problème. Pourquoi est-ce que... Alors, je ne suis pas médecin, je suis docteur, mais pas médecin. Ma fille me dit, mais papa, t'es pas docteur, tu ne soignes pas. C'est vrai, les docteurs en médecine ont capté le titre, mais donc je ne parlerai pas de la fertilité, et j'étais très intéressé par ce que vous avez dit là-dessus. Mais je constate que les couples souhaiteraient avoir environ, pardon pour les décimales, ce sont des moyennes, 2,2, 2,3 enfants en moyenne, ils en ont 1,6, 1,7. C'est ce gap, ce fossé, cet écart qu'il faudrait combler en n'obligeant personne. Moi, je suis pour la liberté et la responsabilité, c'est-à-dire il ne s'agit pas d'obliger les gens ou de leur faire mauvaise conscience parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Ils en veulent. Encore faudrait-il que sur le plan matériel, d'une part, et sur le plan immatériel, d'autre part, sur l'environnement social, qu'au minimum, on mette sur un pied d'égalité ceux qui veulent des enfants et ceux qui n'en veulent pas, alors qu'aujourd'hui, notre société va plus favoriser ceux qui n'en veulent pas que ceux qui en veulent. Il y a un problème quand même. Pour finir cette table ronde et avant de donner la parole à Vincenzo Bassi, je voudrais que vous puissiez terminer cet échange, Pascal Morinière, sur l'angle de la relation intergénérationnelle. Là, on évoque les parents, les enfants. Alors, j'ai bien compris que c'était une définition du foyer fiscal et que, justement, les choses se comprenaient bien plus largement que le papa, la maman, les enfants. Quelle relation on a à travailler avec les générations aînées et entre les générations pour porter justement cette idée de la famille qui soit pas seulement un cliché papa, maman, les enfants? Je crois que c'est même au-delà de l'intergénérationnel. Moi, j'ai été frappée, comme sûrement beaucoup d'entre vous, par la déclaration, par ce qu'avait écrit André Gide dans Les nourritures terrestres, « Famille, je vous hais ». Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir la suite de ce qu'il a écrit. Foyer refermé, porte close, possession jalouse du bonheur. Voilà. André Gide ne disait pas qu'il n'aimait pas la famille, il n'aimait pas cette possession jalouse du bonheur. Et donc la famille, par nature, c'est le lieu d'où vient l'amour. Et elle a comme responsabilité de diffuser cet amour au-delà de ce qu'elle vit elle-même, au-delà de ce petit foyer qui n'est pas appelé à être refermé sur lui-même, mais à être largement ouvert sur les autres. C'est le chemin de bonheur de chacun, mais c'est aussi le chemin de bonheur de la famille, d'avoir les portes largement ouvertes d'une possession généreuse du bonheur. La famille, une bonne nouvelle pour la société. Merci beaucoup à vous trois.